Bonjour à tous, ici le Selumi Sensei, j'espère que vous allez bien. One Piece est une œuvre qui dure depuis plus de 25 ans. L'univers est tellement riche, tellement vaste, tellement grand, que donner des infos sur tous les personnages, tous les lieux et tous les événements, c'est mission impossible. De plus, l'auteur est conscient du fait que tout le monde n'achète pas tous les tomes, ce qui représente un coût relativement élevé. Voilà pourquoi les databooks sont sortis et pourquoi il en est fier. On parle de livres de référence, qui résument les différents événements, qui donnent des infos sur l'œuvre en général, mais pas que. Parce qu'ils sont aussi là pour que l'on ait des révélations. En tout cas, ce que j'appelle des révélations, qui sont des infos qui ne sont pas dans le manga. Le but étant que ceux qui achètent les tomes puissent avoir du plus et pas que les infos du manga. Les databooks servent donc de source canon à l'œuvre, mais il n'y a pas que. On peut également citer les vivres cards, que l'auteur voulait faire pendant 10 ans et qu'il a enfin pu sortir, le roman de Ace, qui est canoniquement reconnu par l'auteur, mais également les SBS, donc question-réponse de l'auteur, que l'on a dans les tomes. Le tome 109 est sorti au Japon, et on a justement des SBS, avec en plus de toutes nouvelles vivres cards, et c'est l'objet de la vidéo. Quand je fais des vidéos révélations, c'est pas juste pour des infos en brut. Je regroupe tout et je fais une analyse détaillée. C'est ce que je vais faire aujourd'hui, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas seulement de grosses révélations. Sans exagérer, on a l'une des révélations les plus importantes depuis très longtemps. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu sous la vidéo pour le soutien, et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Laissez-moi vous présenter One Piece Combat de Pirates, un tout nouveau jeu de combat sur plateau où chaque joueur défie d'autres joueurs dans des combats acharnés. J'ai eu l'immense honneur de travailler sur le jeu avec l'équipe d'Eiichiro Oda et l'auteur qui a validé le jeu. Le jeu comporte un total de 119 cartes de personnages, représentant les plus grands pirates de l'univers de One Piece. Chaque capitaine a 5 cartes d'attaque et de défense, tandis que les membres de l'équipage ont 3 cartes. Chaque combattant a des caractéristiques uniques avec des points de vie, la jauge d'attaque minimale, normale et maximale, et la maîtrise du haki. Vous avez vos 3 personnages issus du même équipage pour votre équipe. Les cartes de combat permettent d'attaquer, de se défendre, mais également de soigner. Renforcez votre équipage avec des cartes bonus comme des renforts, des soutiens ou des escargophones. On a même des jetons de berry. Les parties peuvent se jouer à 2, 3 ou 4 joueurs. Chaque joueur doit réduire à 0 les points de vie adverses. Utilisez vos cartes attaque, de défense, de soutien et vos bonus pour maximiser vos chances de victoire. L'expérience de jeu est enrichie par une incroyable qualité de conception, avec des illustrations soignées et des mécaniques de jeu immersives. Chaque carte incarne fidèlement les meilleurs combattants. On a les personnages les plus puissants de l'œuvre et on fait des parties palpitantes et stratégiques. Prenons un Luffy contre Kaido. En lançant un berry, on peut se changer en Gear 5 et avec une carte détermination et une carte d'équipage, on peut attaquer à plus de 210 points. On peut revivre ce combat légendaire avec les meilleures attaques des deux combattants. Retrouvez l'équipage des Mugiwara, de Kaido, de Big Mom, de Doflamingo, de Barbe Noire, les Fourreaux Rouges, la Marine, les alliés d'Onigashima ou encore le Germain. Le jeu est un véritable banger et pour y avoir beaucoup joué, je peux vous dire que c'est mieux que les jeux de cartes Pokémon. On a 600 cartes validées par Eiichiro Oda, un classement des personnages et les meilleures attaques des meilleurs combattants. Retrouvez le jeu One Piece Combat de Pirates et d'autres jeux Topi Game ainsi que des puzzles dans les magasins Carrefour jusqu'au 31 octobre à prix réduit. C'est jusqu'à épuisement des stocks et le stock est limité, alors profitez dès à présent du prix réduit. Comme dit en intro, les vivres cards sont officiellement reconnus comme étant canon. Le terme canon qui fait référence à ce qui est considéré comme faisant officiellement partie de l'histoire et de l'univers créé par l'auteur original. Le canon maintient la cohérence de l'univers. Le canon s'oppose au non-canon qui peut contredire l'histoire principale et ou la cohérence globale de l'œuvre. Pour One Piece, la canonisation est importante car l'auteur met un point d'honneur, il l'a dit, à faire le manga le plus cohérent possible. L'auteur utilise les SBS du tome 108 pour réaffirmer le fait que les vivres cards soient canon. En effet, il y a une question sur Morgan's Big News. Est-il un membre de la tribu des Minks? L'auteur répond en faisant d'une pierre 3 coups. Il réaffirme que les cartes sont canons, il répond à la question et donne une révélation supplémentaire. Et c'est là qu'on voit toute l'efficacité de l'auteur qui est coutumé du fait. En répondant ceci. Il n'y a pas d'espèce d'oiseau parmi les Minks. La race des Minks est composée d'animaux humanoïdes aux poils moelleux. Morgans a mangé le Tori-Tori-no-Mi modèle Albatros, qui est toujours en forme d'homme-oiseau. Pour comprendre mon propos, il faut décortiquer la réponse de l'auteur. Première étape, il répond en faisant une révélation. Il n'y a pas d'espèce d'oiseau parmi les Minks. Deuxième étape, il dit qu'il a mangé un certain fruit et qu'il est toujours en forme d'oiseau. Sauf que cette info, on l'a déjà eu en vivre card dans celle de Morgans. Donc, en répétant l'info, l'auteur réaffirme que les cards sont faites pour avoir des infos canon et correctes. Par exemple, la prime de Marco n'apparaît jamais dans le manga. Par contre, elle est révélée en vivre card. Et c'est pareil pour King de l'équipage de Kaido. Oda dévoile des infos sur le Shichibukai que Ace a vaincu. Il s'agit de Hanafuda. Son passe-temps est de collectionner les Zoan antiques. On ne connaît pas son réel objectif, il mesurait 5,14 m et il avait comme surnom le roi des lézards. Ce qui est intéressant, c'est que Hanafuda est un type de jeu de cartes japonais. Il collectionne les Zoan antiques et on sait que l'équipage de Kaido est basé sur un schéma de jeu de cartes. Roi, reine, valet, etc. Pour aller plus loin, les Tobiropo sont basés sur des jeux de cartes. Par exemple, on a Huzu,
Qui est qui? Hanafuda est donc un personnage qui colle parfaitement avec l'équipage de Kaido. Il aurait pu devenir un Tobiropo, et je pense qu'il a un lien très fort avec l'équipage de Kaido, si ce n'est Kaido directement. Il a peut-être été refusé dans l'équipage, ou alors il a voulu devenir Okanban, sauf que Jack, Queen ou King l'a vaincu. En termes de rapport de force, ça colle parfaitement. Il a pu vouloir devenir Shichibukai après cette défaite. Avant que Ace ne le batte, Ace, qui lui, est devenu commandant. Commandant, Shichibukai, c'est correct. Oda dévoile une des 12 lames, Seiji-o Wazamono, Yakuza Kazen, qui appartient à Fujitora. Alors pour être honnête, l'épée ne paye pas de mine, mais vraiment pas du tout. Par contre, Oda lui a attribué ce grade. Il fallait que dans la marine, on ait au moins une des 12. C'est chose faite, mais moi ce qui m'intéresse, c'est le nom. Yakuza Kazen. Yakuza Kazen peut être traduit par ligne de feu des Yakuza, ou front de feu des Yakuza. Fujitora est donc certainement un ancien Yakuza. Peut-être qu'il faisait beaucoup de mal et qu'il s'est repenti. On parle d'un homme qui s'est retiré la vie pour ne plus voir les horreurs du monde. De tous les amiraux, c'est certainement celui qui a une histoire qui est la plus intéressante. D'ailleurs, ce côté paradoxal, légal-illégal, est déjà présent chez lui. Car il s'habille en samouraï, il a tout d'un samouraï, sauf que, a priori, la voie du sabre, il ne la suit pas. Il utilise des météorites et des pouvoirs gravitationnels. On apprend que son épée était forgée par Fugetsu Kizaburo. Ça vous dit peut-être quelque chose? C'est normal, il est de la famille de Fugetsu, comme Umozubi, le daimyo de Kibi qui est un Daikengo. Je pense donc qu'on aura bientôt des infos sur les autres lames des 12 qui ont été forgées par d'autres forgerons, de Wano. La famille Uzuki est connue via 2 membres, Uzuki Tempura, le daimyo Daikengo, mais également Uzuki Namida, un samouraï Judon. Uzuki signifie littéralement la lune de pluie. On retrouve le kanji lune comme pour les autres familles, mais également celui de la pluie. Je pense donc qu'un Uzuki a fait Ryu, donc orage de Shiryu de la pluie. Uzuki, la lune de la pluie. De la même manière, on pourra voir un Amatsuki, donc lune céleste, qui a fait un sabre des 12 en lien avec les cieux. Et ce sabre existe, c'est celui de Barbe Blanche. Murakumogiri. Murakumogiri peut être interprété comme couper les nuages, trancher les nuages ou encore le fondeur de ciel. Une expression poétique qui évoque une action puissante et précise qui traverse ou divise les nuages, symbolisant une force qui perce les cieux. Oda parle enfin de Shiki du film Strong World. Je pense qu'à cause de la récurrence des questions, il a dû se dire qu'il était grand temps d'y répondre. Et la question est, est-ce que les événements du film sont canons? Oda répond qu'on peut les intégrer de force, mais que ça n'aurait aucun sens. Ce qui veut dire qu'Oda confirme bien que le film n'est pas canon. Par contre, élément intéressant, il dit qu'il n'a pas choisi le fruit Shiki. En effet, il n'était pas censé avoir mangé le Fuwa Fuwanomi, comme il l'utilise dans le film. Il l'a finalement rendu canon. Ce qui veut dire que les fruits de tous les antagonistes des gros films sont officiellement canon. Le fruit de Tesoro, de Bullet, de Shiki. Comme dit plus tôt. On était censé le savoir, mais maintenant que c'est en SBS, il n'y a aucune ambiguïté. Oda nous dévoile une toute nouvelle impératrice Kuja, qui est celle qu'il y avait avant Hancock. Il s'agit de Toritoma. Des impératrices, on connaît donc Gloriosa chez les Rocks, Shaki l'épouse de Rayleigh, Toritoma qui a succombé à la maladie, et enfin Hancock. On sait pourquoi les agents du CP9 ont une promotion, malgré leur échec. Après l'arc, ils se sont entraînés pour devenir plus forts. Spandam est devenu chef du CP0 grâce à l'influence de son père. Les anciens du CP9 ont empêché des hommes d'attaquer Spandine, donc le père de Spandam. Ils ont été graciés et ont eu une promotion au CP0. Spandine est tombé malade, il a perdu son influence, et Spandam a fini par devenir un subordonné. Lucci est le chef. La réponse est intéressante et importante, parce qu'à première vue, la promotion paraissait incohérente, ou en tout cas forcée. On pouvait se dire que ça n'avait aucun sens. Mais maintenant on comprend que c'est totalement logique. Oda répond à une question sur Kuma qui demande s'il ne peut se téléporter que dans les endroits qu'il a visités. D'ailleurs dans son flashback, on a pu les voir, les différents endroits. Ce qui donne de la profondeur à Kuma qui a envoyé les Mugiwara dans les meilleurs endroits possibles, pour qu'ils évoluent. Et pour les cas de Zoro et Sanji, c'est très intéressant, car il les a envoyés dans des endroits qu'il déteste. Sanji voulait un endroit où il y a des femmes. Zoro ne voulait pas être avec Mihawk, l'homme qu'il veut surpasser. Le test de Kuma vise à voir si Zoro et Sanji étaient dignes d'être les ailes du prochain roi des pirates. Et ils ont réussi le test. Sanji a finalement accepté de s'entraîner avec Ivankov. Pareil pour Zoro avec Mihawk. Les deux sont allés au-delà de leurs envies. D'ailleurs, rappelez-vous de ma démonstration par rapport au Nigashima, avec les Mugiwara qui, sur Nigashima, ont accepté de devenir ce qu'ils ne voulaient pas devenir. Eh bien, vous remarquerez que le sujet avait déjà été abordé. Et l'auteur confirme que Kuma peut téléporter que dans les endroits qu'il a visités. Maintenant, la grosse interrogation, c'est pourquoi envoyer Luffy là-bas? Eh bien, on n'en sait rien. Peut-être qu'il connaissait le lien entre Hancock et Rayleigh. D'ailleurs, si Luffy en avait parlé à Boa, de Rayleigh, peut-être que ça aurait été plus simple. Si c'est pas ça, alors il faut creuser ailleurs. À moins que les preuves aient été échappées au peuple.
un peuple de guerrières. Les éditeurs de One Piece annoncent qu'Eiichiro Oda est en bonne santé et qu'il prend soin de lui. C'est une très bonne nouvelle car il a subi une chirurgie oculaire qui a été un succès. D'ailleurs, on a eu pas mal de pauses, assez longues. 3 semaines, 1 mois. Mais maintenant, tout va bien pour lui. Et le rythme de 3 semaines, 3 chapitres, puis une pause, semble être un rythme qui ne met pas en danger sa santé. Oda nous dévoile un manuscrit de son œuvre inédite, Grand épéiste. Samouraï contre chevalier, qui date d'il y a 30 ans. On y découvre Ryuma, un samouraï, et Romeo, un chevalier, qui sont les prototypes officiels de Zoro et Sanji. Oda dit que Ryuma le samouraï est apparu avec Monsters, et qu'il a toujours voulu faire une combinaison samouraï-chevalier. Mais finalement, on les a eu en prototype de Zoro et Sanji. Romeo qui combat à l'épée a laissé place à Sanji qui combat sans épée. Oda montre leur rivalité avec une dispute qui continue malgré une fin de bataille. On découvre également, et accrochez-vous bien, la toute première version de One Piece, avec Monkey D. Pao. 2 mots qu'ils définissent, s'étirer et dormir. On a Rizuru qui est une voleuse. Et on découvre l'esprit de l'arbre caoutchouc de 5008 ans, qui se nomme Mary et qui rigole. Et on a une phrase, les gens qui savent rire de leur faiblesse sont les plus forts. Ce qui est vraiment fou, c'est que Mary qui rigole et qui a 5008 ans est clairement Nika, première version. Il rigole et date d'il y a très longtemps. D'ailleurs, l'année est importante. 5008 ans. Car en termes d'histoire dans le monde One Piece, la date la plus ancienne que l'on ait est la plantation de l'arbre de la connaissance d'Ohara, qui date d'il y a 5000 ans. Mary, donc Nika, a 5008 ans. Ça peut vouloir dire que Nika a réellement existé en tant que personne, et qu'il est devenu, au fur et à mesure du temps, une divinité pour les habitants du monde. À travers les croquis, Oda semble nous indiquer que Nika a réellement existé, et qu'il a prévu il y a très longtemps, bien avant le début de One Piece. Les grandes lignes sont prévues depuis plus de 30 ans. Les dates n'ont jamais été mises au hasard. Nika peut être une personne ayant réellement existé, qui est devenue au fil du temps une divinité, ou alors Nika peut être l'esprit de l'arbre qui a fait les fruits du démon, l'arbre qui a créé les fruits à partir des rêves des hommes. Il n'y avait que l'esprit qui symbolise la liberté pour être à l'origine d'une telle chose. Nous n'avons pas eu une, mais bel et bien 2 nouvelles vivre cards pour Luffy. Luffy forme base et Luffy Gear 5. Quand on parle du Gear 5 dans la card Luffy base, c'est précisé. Luffy forme base est annoncé plus fort que l'amiral Kizaru. Luffy forme base a affronté Kizaru et plus qu'à égalité. La phrase « plus qu'à égalité » veut donc dire que Luffy a un avantage sur Kizaru. Ce qui veut dire que Luffy forme base est plus fort que Kizaru. Luffy en Gear 5 est beaucoup plus fort que Kizaru. C'est un fait, il a couché avec un Westar Gun. Tandis que Kizaru n'a jamais réussi à lui faire de gros dégâts. Il ne lui a jamais réellement fait mal. Quand Kizaru revient, Luffy lui met une claque et Kizaru a très mal. Alors que Kizaru était avec Saturne en 2 contre 1, Luffy décide de l'humilier purement et simplement, en le changeant en ce qui est devenu le même de l'arc. Depuis, Kizaru se fait tout petit, alors qu'il doit tout faire pour aider ses maîtres, et qu'il est tellement déterminé qu'il a détruit Sentomaru alors qu'il n'était pas obligé. Sentomaru, son neveu. Ensuite, il y a eu un débat, Kizaru, Luffy, Snakeman. Encore un débat qui n'aurait jamais dû exister. Parce que dire qu'il a one shot, alors que Luffy revient, et surtout qu'il revient en disant bien que c'est la barrière qui lui a fait mal par 2 fois, ça n'a aucun sens. Kizaru l'a éjecté tout comme Jinbei a éjecté Big Mom. Personne n'a jamais dit que Jinbei était proche du niveau de Big Mom. Alors effectivement, Kizaru l'éjecte plus loin. Ce qui est normal, car il est plus fort que Jinbei. Que niveau corpulence, Big Mom, Luffy, ça n'a rien à voir, et que Kizaru a chargé très loin. Le plus loin possible. C'était pas clair pour tout le monde, donc maintenant, on a la vivre card officielle, qui nous certifie que Luffy, base, est supérieur à Kizaru. Alors là, pour beaucoup, ça peut paraître compliqué, parce qu'on parle de Luffy base. Mais il faut comprendre que Luffy base, c'est déjà une grande force, un acquis de l'observation évolué, un excellent acquis de l'armement, et un acquis des rois évolué. Luffy Gear 4 Bundeman a fait très mal à Doflamingo. Disons-le, il l'a surclassé. Mais si on parle de Luffy base, qu'est-ce que ça donne? Eh bien pour beaucoup, Doflamingo l'explose. Sauf que, c'est factuellement inexact. En effet, si on analyse correctement le combat, on se rend compte que Luffy base combat parfaitement Doflamingo. C'est très bol qui lui permet d'avoir de l'aide. Puis en Gear 4, Luffy sera plus fort. Donc, en réalité, il n'y a rien de choquant à ce que Luffy base soit supérieur à Kizaru. Ce Luffy fait mal à Kaido, tandis que Kizaru ne fait pas grand chose. Rappelez-vous du dos de Franky, son point faible, qui va parfaitement bien. Pour tous ceux qui voulaient comprendre la puissance de Luffy en forme base, maintenant, tout est clair. Dans la vivre carte de Zoro, on met l'accent sur un nouvel objectif, devenir le roi des enfers. Il fait son chemin pour devenir le roi des enfers. Alors, effectivement, ça manque de mention, meilleur épéiste au monde, qui n'est pas, et on l'a vu, un annulatif.
de roi des enfers, car elle peut très bien vouloir devenir les deux. Mais on note tout de même que la carte met l'accent sur l'objectif roi des enfers, ce qui n'est pas anodin, car il se l'est fixé après un combat contre King, le second Kaido. Le meilleur épéiste au monde est une promesse faite à une amie enfant quand il était enfant. Roi des enfers, c'est Rayleigh, roi des ténèbres, roi des enfers, second du roi des pirates, l'ombre et la lumière. Par contre, il y a une petite polémique, car il n'y a pas la mention de Haki des rois chez Zoro. Et moi, je comprends pas trop la polémique, même si je peux comprendre l'incompréhension. En fait, beaucoup ne comprennent pas la nuance. Ce n'est pas écrit qu'il ne l'a pas, ce n'est pas écrit qu'il l'a. Nuance. En d'autres termes, l'info qui concerne son Haki des rois n'est ni confirmée ni infirmée. Certes, il n'est pas dit qu'il l'a, mais l'inverse est tout aussi vrai. On parlait du titre juste avant, meilleur épéiste au monde. Dans la carte, ce n'est pas écrit. Est-ce que ce n'est plus un but? C'est pareil. Par contre, il est écrit ceci. Pendant la bataille de Nigashima, l'épée de Zoro a émis un éclair noir. Possède-t-il les qualités d'un roi? Est-ce qu'il garde la confirmation pour d'autres vivres cards post-Egghead? On verra bien. Élément très intéressant sur le niveau de puissance de Rob Lucci. Si je vous dis Guernica, à quel niveau le situeriez-vous? Eh bien, Guernica n'est pas un combattant qu'on pourrait qualifier d'exceptionnel. Rien à voir avec Queen ou King. Eh bien, figurez-vous que Guernica est officiellement plus fort que Rob Lucci. En effet, Guernica est l'agent du CP0 le plus puissant. Alors attention, Guernica n'est pas non plus horriblement mauvais. C'est un agent qui est assez fort. Mais ça n'a rien à voir avec un Sanji, un Queen, un Katakuri, etc. Le problème, c'est l'incompréhension par rapport au niveau de Rob Lucci, qui, tout comme Guernica, n'est pas non plus horriblement mauvais. Il a même un bon niveau, mais bon niveau ne veut pas dire être au sommet. D'ailleurs, en parlant de Rob Lucci, on nous dit que dans sa forme la plus puissante, donc éveillée, il a combattu Zoro d'égal à égal, mais Zoro hors power-up. Et c'est exactement ce qu'on a vu en pré-chapitre, dans la pré-chapitre du 1117. J'affirmais que comparer Lucci à King n'avait aucun sens, parce que Zoro l'a battu sans le power-up qu'il a eu besoin d'utiliser contre King. Lucci éveillé a donc le niveau global de Zoro hors power-up. Et avec son power-up, Zoro est beaucoup plus fort. La technique mouchetée n'ayant rien à voir avec une technique du roi des enfers. Guernica est présenté comme étant supérieur à Rob Lucci, mais plus fort ne veut pas forcément dire beaucoup plus fort. Dans les faits, Kaku était plus fort que Jebura, mais il n'était pas beaucoup plus fort comme l'était Lucci. D'ailleurs, c'est Guernica qui est envoyé sur Nigashima et pas Lucci. Et le Gorosei parle du fait que c'est très grave qu'ils aient perdu Guernica, ce qui veut bien dire qu'il n'est pas très mauvais. Par contre, élément très intéressant, Lucci est venu plus tard en soutien pour récupérer Robin. Et on nous dit que par rapport au CP0, le dernier message qu'ils envoyaient c'est le navire de Big Mom, puis plus rien. On n'a plus entendu parler de Lucci et du CP0 sur Nigashima, ce qui veut dire qu'on a eu un affrontement et il y avait Smoothie. Elle a donc fait office de mur pour Lucci qui était incapable de continuer sa mission. Soit il a perdu, soit il s'est enfui. Smoothie n'a pas perdu et elle ne s'est pas enfuie, sinon Lucci aurait continué sa mission. Donc, si un camp a perdu ou s'est enfui, c'est bel et bien Lucci. Voilà en quoi le niveau de Rob Lucci est important. S'il avait été bien plus fort qu'il ne l'est réellement, il aurait gagné et aurait continué. Donc oui, Lucci est fort, tout comme Guernica est fort, mais le niveau n'est pas non plus très élevé. Il faut juste comprendre qu'on a une très grande différence de niveau entre le Zoro Power-Up et le Zoro hors Power-Up. Un peu comme Sanji avec et sans Ifrit. Luffy avec et sans Gear 5. D'ailleurs, Guernica a officiellement perdu la vie. Beaucoup pensaient à tort qu'il était encore en vie, mais non. Kaido lui a bel et bien ôté la vie. On nous a dévoilé un croquis d'Oda sur la Cross Guild, il y a des personnages qui ne sont pas dans la Cross Guild, qu'on connaît. Alors, est-ce que l'idée a été abandonnée ou pas ? On verra bien. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir Perona qui s'est échappé de la ruche avec Moria. On se rappelle que l'appui des Kobe et que cette alliance a été bénéfique aux deux. D'ailleurs, on retrouve souvent des alliances inopinées et contre nature dans le monde de One Piece. En tout cas, le fait est que dans le croquis, elle y est, ce qui nous laisse imaginer un Moria dans la Cross Guild. Moria dans la Cross Guild pourrait être très bénéfique à l'équipage, parce qu'on aurait plus deux ex-Shibukai, je compte pas Baggy en disant vrai, et comme Baggy est considéré comme étant l'empereur de l'équipage, on pourrait avoir l'équivalent d'un vrai équipage d'empereur. Pas en termes de puissance, mais en termes de représentation, avec l'empereur et les trois commandants. D'ailleurs, on a également des personnages qu'on ne connaît pas dans la fiche, mis à part Baggy qui est en haut, ce qui me fait poser une question. Est-ce que Mihawk et Crocodile dans la Cross Guild ne serait pas au final un changement total d'un point de vue scénaristique? En effet, peut-être que l'auteur avait d'autres plans pour Mihawk et Crocodile, mais qu'au final, il a jugé plus intéressant de les intégrer avec Baggy. Au niveau de la légitimité, dire que Baggy a soumis deux ex-Shibukai, ça offre du crédit. D'où l'importance de Crocodile et Mihawk. Mais l'autre cas aurait également pu être intéressant. On ne connaît pas les trois autres combattants, mais s'ils sont reconnus par la marine comme étant très forts, ça aurait également fait de Baggy un empereur légitime. Quoi qu'il en soit, c'est toujours intéressant de voir que de tels changements peuvent affecter les destins des uns et des autres. Et pour la Cross Guild, on n'est pas à l'abri d'autres recrutements, parce que les chasseurs de primes ont été mis de côté pendant longtemps. D'ailleurs, et si ces trois-là étaient de puissants chasseurs de primes, la Cross Guild aurait avec elle de grands combattants, et ça tombe bien, elle en a besoin. Allez, Janet, tu n'auras pas regardé Meuf de pour rien.